Bonjour à tous, je m'appelle François-Marie Perrier et j'ai envie de prendre la parole en ce moment parce qu'on est quand même dans une situation assez importante, voire grave, pour différentes raisons. J'étais parti en Angleterre dès que j'ai entendu qu'il y allait y avoir le confinement en France, et puis comme c'était en train de devenir la même chose là-bas, eh bien je suis revenu ici. Et puis j'ai acheté ce beau carnet, il y a marqué Create, parce que dans Create on entend cœur, un cri et un début d'éternité, Create. Restons créatifs dans les moments qui sont les nôtres. Et puis pour commencer aussi cette photographie, Hope, que j'ai prise à New York en 2018. Les droits de reproduction sont libres sur cette magnifique sculpture. Donc j'ai oublié l'auteur, c'est dans une des grandes avenues new-yorkaises, Hope. Regardez la lumière au bout de la grande avenue. Alors, dans ces interventions que je me propose de faire, en fait, j'ai envie de repartir de la base, c'est-à-dire de réapprendre, de se réapproprier la pensée, le savoir, des disciplines du savoir qui ne sont plus permises aujourd'hui, de façon totalement scandaleuse, de la part de ceux qui se veulent les bons bergers de la nation, des peuples, et se réapproprier nos outils de savoir légitimes, humains, qui sont aussi des outils de souveraineté. Souveraineté, c'est un très beau mot. Dans la souveraineté, il y a saveur, il y a savoir, il y a sauveur, se sauver soi-même. Il y a de la grandeur et de la liberté dans ce mot. Pour tous, pour tout le monde ensemble, hein, et de la légitimité à retrouver à l'intérieur de soi. Je ne parle pas de souveraineté, de souveraineté monarchique, hein, je ne suis pas dans ce genre de souveraineté. Et on remarque qu'avec cette grippe, hein, le coronavirus, eh bien, c'est peut-être aussi un peu une maladie de la souveraineté, de la couronne, hein, de la vir, ça veut dire la force, en latin, avant d'être confisqué comme un attribut masculin. Un vir, ça veut dire la force de manière générale, pas uniquement la force masculine. Et alors, se réapproprier ces outils de savoir qu'on veut nous enlever, eh bien, repartons à la base, repartons dans l'ancien temps, qui est toujours présent à l'intérieur de nous, et parlons des mythologies, parlons d'astrologie, parlons de la polis, P-O-L-I-S, au sens noble, c'est-à-dire la cité des hommes, la cité du soleil, qui doit être le lieu où finalement toutes les plus belles qualités de l'humanité s'expriment. Tous les arts, tous les artisanats, toutes les aptitudes, toutes les humanités qui s'expriment à l'intérieur d'une cité, et que cette cité soit en harmonie avec la grande cité universelle qui est celle, eh bien, de la nature, du cosmos, bien sûr. Parlons de mythologie, parlons d'astrologie. J'aurais envie presque d'intituler cette série d'entretiens, de discours entre guillemets, mythopolis, c'est-à-dire la ville des mythes, des légendes, mais aussi du savoir qui est un savoir poétique, d'inspiration, et qui reste vrai à travers les générations et les générations. Et pour commencer aussi, j'ai envie de parler de cette rentrée de Saturne en Verseau. Saturne est rentré en Verseau il y a quelques jours, je crois, le 22 mars. Alors, je ne suis pas un grand astrologue, mais ça fait quand même des dizaines d'années que je m'intéresse à ça, et j'ai rencontré beaucoup d'astrologues, et j'ai une approche qui est à la fois traditionnelle et puis poétique et analogique par rapport aux signes, par rapport à la symbologie des planètes, des mythologies, au langage des oiseaux. Et tout ça, c'est nécessaire, on va le comprendre. Tout d'abord,
par rapport aux sceptiques, comment fonctionne l'astrologie? Eh bien, l'astrologie fonctionne comme finalement quand on prend une photographie, on ouvre le boîtier, la lumière rentre, va impressionner la pellicule ou le capteur, et il va y avoir une photographie à ce moment-là, de prise un instantané, de l'instant T unique au moment où la lumière rentre à l'intérieur du boîtier. Et l'enfant qui naît, ou la situation du monde, à un certain moment, avec ces configurations astrales, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on va être impressionné, comme la pellicule, par une lumière visible, invisible, un instant T, et à partir de là, c'est comme un programme qui est mis en nous, et nos pensées, nos actes vont avoir tendance à passer à travers ce programme. Bien sûr, il y a le libre arbitre. Et les lois de l'astrologie sont extrêmement importantes à travers l'histoire. Je prends un exemple, en 2011-2012, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, le printemps arabe, tous ces peuples qui se soulèvent, etc. Et je rencontre un excellent ami astrologue, il me dit, mais ça c'est Neptune qui rentre en Poisson, c'est le réveil de l'âme des peuples, hein, c'est le réenchantement du monde, c'est les hommes qui veulent reprendre leur âme. Hein. Et je lui dis, mais c'est tous les combien ces cycles de Neptune? Il me dit, je crois, c'est 164 ans. Je fais le calcul, 164 ans avant 2012, qu'est-ce qu'on avait? On avait 1848, et 1848, eh bien, c'est le printemps des peuples. Voilà. Alors, je doute que ceux qui ont baptisé le printemps arabe comme tel, printemps arabe, ont pensé au cycle de Neptune. Hein. Ils ont pensé au printemps des peuples, bien sûr, ou au printemps de Prague, 1968. Mais voilà, comme par hasard, Neptune rentre en Poisson, le réveil de l'âme des peuples. Les valeurs humanistes, les valeurs christiques, les valeurs socialistes au sens noble du terme, social, hein, les grands mouvements de peuple. On a le printemps arabe, 2011-2012, printemps des peuples, 1848. Donc c'est important. Et concernant le mythos, eh bien, on dit que Platon opposait le logos et le mythos, et on a tendance à faire ça dans notre société où on cherche vraiment à perpétuer cette hégémonie qui existe depuis un siècle et demi du rationnel, du discours rationnel. Mais le mythos, c'est un savoir poétique qui passe par l'inspiration, qui passe par le rêve, qui passe par la poésie, qui passe par l'art, qui passe par l'intuition qui est reconnue aujourd'hui en science, et on n'a pas besoin de ça, mais il faut savoir que le rôle de l'intuition dans la découverte scientifique est reconnu. Eh bien, ce mythe, il est important pour comprendre le monde dans lequel on vit. Parce que les mythes sont comme les rêves que les peuples font. Et ça peut être des rêves prémonitoires, parfois des siècles, des millénaires en avance. Exactement comme quelqu'un, on a tous fait des rêves prémonitoires. Et en même temps, ces mythes nous parlent des structures récurrentes de notre pensée, comme des rêves qui nous disent ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que c'est à l'intérieur de nous que s'écrivent nos histoires, individuelles comme collectives. Et si les peuples se transmettent, si les générations se transmettent les mythes, c'est parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose d'important, qu'il ne faut pas oublier. Comme les contes de fées, les fables, on sait que ça touche les enfants, qu'il faut leur raconter ça, parce que ça va parler de choses à l'intérieur d'eux qu'ils ne connaissent pas encore, qu'ils ne comprennent pas encore. Même celui qui raconte parfois un mythe, une fable, un conte, il ne connaît pas toutes les profondeurs de cela. Mais ça s'exprime à travers lui, ça s'exprime comme le langage de l'univers, parce que nous sommes le fruit de l'univers, et donc c'est extrêmement important. Et c'est extrêmement important. Et puis ceux qui manipulent le monde, je pense aux publicitaires, je pense à Edward Bernays qui a mis au point le système de la propagande, hein, le neveu de Freud qui a fait entrer les États-Unis en guerre, qui a fait fumer les femmes, qui a fait faire des coups d'État au Guatemala, etc. Le Edward Bernays. Tous ces gens-là, ils connaissent parfaitement le pouvoir des archétypes, ils savent parfaitement comment récupérer en nous ces
ces mythes, ces choses-là qui nous structurent, et comment les orienter vers des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, hein, pour en faire des dictatures. Et le mythe, donc, c'est quelque chose qui touche aux 3 savoirs des anciens Grecs. Les Grecs disaient qu'il y avait 3 savoirs, 3 voies d'accès à la vérité. Ils n'avaient pas peur des mots. La vérité, oui, il y a des vérités scientifiques, poétiques, artistiques, psychologiques. Il y a des choses qui fonctionnent. Hein. Aujourd'hui, on cherche à dire, ouais, la vérité, on ne sait plus ce que c'est. Et pourtant, on n'a jamais autant parlé de science. La science est partout. Science du langage, science d'éducation, science politique, science dure, science molle. Voilà, donc il y en a des vérités, et on a le droit d'en proclamer quand on en découvre, quand on en redécouvre, c'est important. Eh bien, les Grecs parlaient de différents savoirs, qui étaient accessibles par la poésie, c'est le savoir par l'inspiration, par le rêve, par l'intuition, avec un langage poétique. Un autre savoir, un autre moyen d'accès à la connaissance était la philosophie, qui est l'utilisation de la raison, mais de la raison illuminée avec toutes les connaissances qui vont avec. Hein. Et si on prend la raison de Socrate, qui croyait en l'âme, à la réincarnation, à l'Atlantide, savoir c'est se ressouvenir, etc. Bon, la raison de Socrate était très différente de la raison des Lumières, ou de la raison positiviste. Donc quand on parle de Socrate comme père de la philosophie, allons voir vraiment ce que disait Socrate. Et puis le troisième savoir, la troisième méthode, pardon, j'ai le portable qui sonne. La troisième méthode, eh bien, c'est l'histoire. Parce que l'histoire, c'est la connaissance par l'expérience. Et toutes ces choses qui se transmettent à travers la parole, à travers l'historiographie écrite, parlée, tout ça, ça nous permet aussi de comprendre le monde et de le transformer, parce que les choses se répètent, et l'histoire nous apprend énormément de choses. Donc poésie, philosophie et histoire. Et ces 3 choses sont très très importantes. Très importantes. Et le mythe aussi nous donne accès à notre psychologie. Il a à l'intérieur de lui des éclats de l'histoire, parfois des pans entiers d'histoire, parce que des événements historiques ont été transformés en mythes et en légendes. Il a le savoir poétique et il a le savoir philosophique. Et donc les mythes sont des objets de réflexion sans fin. Alors il y a énormément de mythes aujourd'hui qui nous seraient utiles. Aujourd'hui vraiment on est dans une situation où, je parle du contexte du confinement, de ce gouvernement, de la grippe, hein, du coronavirus, Covid-19, etc. Les mythes nous sont extrêmement utiles aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe dans cette situation un petit peu archétypale qui s'est déjà produite. Hein. On va en reparler tout de suite.